Donc j'accueille Maxime Valentin, vous êtes responsable innovation de la SPL Lyon Confluence, l'aménageur. Laurent Michelin, vous êtes directeur de l'innovation Bouygues Immobilier, chez Bouygues Immobilier. Et Yann Billot, vous êtes médecin radiologue et vous représentez le groupe de radiologues imagerie médicale des Massus Sauvegarde. Maxime Valentin, je commence avec vous. Avec ce projet d'espace santé et de prévention, et au-delà, toutes les autres briques que vous allez rajouter en termes de santé, qu'est-ce que vous portez comme vision de la ville et quelle est la place de la santé dans cette vision de la ville de demain, en fait? Bonjour, eh bien, c'est évidemment d'abord la vision d'un aménageur. Le professeur Chauvin a rappelé très brillamment qu'il y a une très longue tradition qu'on fait remonter aux hygiénistes, mais qui va bien avant. Celle d'un aménageur, émanation de la métropole de Lyon, qui a vocation à doubler le centre-ville de Lyon. Donc sur ce territoire un peu singulier de par son positionnement, il est évidemment nécessaire de prendre en compte toutes les perspectives importantes de la ville de demain, puisqu'on construit la ville dans une perspective de long terme. Ça se traduit en matière de santé à travers notamment le bien-être, dans les espaces publics. On a une importante démarche qui existe sur les espaces publics. On crée la ville marchable en créant des cheminements qui favorisent justement les mobilités actives, la présence de la végétation, l'adaptation au changement climatique, mais aussi à l'intérieur des bâtiments, puisqu'on impose un certain nombre de prescriptions aux promoteurs, notamment en termes de qualité d'air intérieur, d'accès à la lumière, ventilation, etc. Et puis à travers le projet Eureka Confluence, on a voulu aller un petit peu plus loin. En travaillant sur ces mêmes thématiques, on le verra plus tard, je crois, en travaillant sur la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur. Oui, on l'abordera ensuite. Et puis, avec ce projet qui est pour nous la traduction d'une ambition forte, celle d'implémenter la prévention au sein du territoire. Donc c'est quelque chose d'évidemment nouveau, mais quelque part c'est notre mission à travers ce territoire innovant, d'aller pousser les lignes, de changer un peu les modes de faire et de développer des partenariats qui vont amener des solutions nouvelles. Complètement. Ce qui est très intéressant, c'est, vous l'avez commencé à l'esquisser, mais on le développera également avec Laurent Michelin, c'est que ça appelle aussi à un autre mode de collaboration différent de ce qui se faisait traditionnellement entre le donneur d'ordre et le réalisateur voilà, c'est qu'il y a vraiment une réflexion, qui est une réflexion créative et prospective. Oui, quand on parle d'innovation, on pense à des innovations singulièrement des innovations technologiques, bien souvent des solutions, mais bien en amont, pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut aussi bouger les lignes et changer les modes de faire. Dans le cadre d'Eureka, on a pu développer ce partenariat public-privé entre la métropole, la SPL, et puis des grands groupes tels que Linkcity, Bouygues, travailler ensemble, se poser les questions ensemble, engageant qu'on a une partie des réponses et que quand on travaille ensemble, on arrive à assembler le puzzle et esquisser des solutions. Merci. On entend souvent dire que l'innovation, la découverte disruptive s'effectue souvent à l'interface des disciplines et non pas forcément au sein des disciplines. C'est une illustration qu'on peut développer avec Laurent Michelin. Donc, Bouygues, vous êtes un constructeur, vous faites des maisons, vous faites des immeubles. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la santé d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on traduit concrètement cette approche nouvelle dans le bâti, dans les plans, dans les réalisations, dans la façon dont vous imaginez la vie à venir des habitants de cette nouvelle ville? En anticipant déjà, c'est-à-dire qu'en fait on a très vite en 2014-2015 lancé des exercices de prospective. Bouygues est un groupe qui construit beaucoup d'hôpitaux, d'établissements de santé, d'EHPAD, de cliniques. Et on avait lancé un exercice de prospective sur l'évolution de ces établissements de santé. Et cet exercice nous a montré clairement l'enjeu de la prévention. Et là, autant des acteurs de la promotion, comme Bouygues Immobilier, ou de l'aménagement, ne se sentaient pas concernés par le sujet de la santé quand il est dans le curatif,
Autant quand on est dans l'enjeu de prévention, comme l'a rappelé le professeur Chauvin, on a beaucoup d'actions à faire pour agir sur les déterminants de santé. L'activité physique, par exemple, on peut très bien, nous, mettre en avant, par exemple, un escalier, cacher l'ascenseur et favoriser les flux pour monter à l'escalier. Par exemple, ça, c'est des actions toutes bêtes, mais qui peuvent faire en sorte qu'on prenne plus souvent l'escalier. Donc, il faut anticiper. Et cet exercice de prospective qui était initialement pas dédié aux acteurs de l'immobilier ou de l'aménagement de quartier nous a permis de prendre conscience qu'effectivement, on pouvait, nous, se préoccuper de la prévention et agir là-dessus. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment être force de proposition vis-à-vis des aménageurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de demande de la part des élus, ni des aménageurs, finalement. Et donc, on s'est dit, on va être force de proposition. Et c'est là que quand on a discuté donc avec la SPL et la métropole de candidater sur cet appel à projet Eureka, démonstrateur industriel de la ville durable, qui a pris le nom d'Eureka ici, eh bien, on s'est dit qu'un quartier durable, c'est avant tout un quartier qui se soucie de la santé de ses habitants. Et on n'avait pas forcément beaucoup de compétences en interne, chez Bouygues Immobilier, Link City ou Bouygues Construction, ni même chez Bouygues Énergie Service. Et donc on s'est dit, on ne peut pas partir tout seul. Et donc on a décidé, plutôt que d'attendre un cahier des charges de l'aménageur et de répondre à un cahier des charges, on s'est dit à l'époque, c'est un enjeu, c'est une problématique de société. Et donc on a envie d'agir et on ne sait pas où on allait aller avec Maxime quand on a mis ça sur la table. Et donc, on a changé de méthode. La méthode, c'est de se dire, bon, comme on ne sait pas où aller, on va aller chercher les bonnes compétences. On est allé rencontrer le cluster, l'ICARE Lab, qui a changé de nom. Qu'on verra tout à l'heure, qu'on entendra tout à l'heure. Donc, c'est de la co-construction au propre figuré et sans jeu de mots par rapport à votre mission de base, mais c'est vraiment de la co-construction dès le départ. Et encore une fois, c'est de la transversalité à l'origine des projets que naît l'innovation, en fait. Oui, et c'était une volonté d'aller traiter une problématique clé ensemble, d'une manière différente, en lançant des initiatives. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce partenariat public-privé, un promoteur, vous savez, quand il a un projet, c'est des cycles longs. Ça arrive 3-4 ans après. On confronte la réalité, finalement, 3-4 ans après la conception. Là, le partenariat qu'on a eu nous a permis de lancer tout de suite des initiatives dans la vraie vie, avec des vrais habitants, avec des vrais professionnels de santé, avec des médecins, avec des pharmaciens. Et puis, on a mis en place un conseil scientifique, on a réalisé ce diagnostic. Et donc, on a mis en place une animation très vite, positive autour de ce sujet et une émulation. En fait, c'est vrai qu'on a eu un accueil très positif des professionnels de santé qui nous ont dit d'ailleurs, oui, nous déjà, il manque des médecins sur le quartier. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, mais il manque des médecins. Et donc, on a tout de suite décidé de mettre en place cet espace de santé dans la programmation. Et on fait ça pour d'autres sujets. Quand on programme un hôtel, des bureaux, un volume de logement ou une école, c'est bien en fonction de besoins. Et finalement, on n'avait pas trop le réflexe à l'époque d'intégrer ce besoin d'espace de santé de pluriprofessionnels, alors qu'il en manque déjà beaucoup. Il y a des déserts médicaux dans des centres-villes, ce n'est pas uniquement rural. Et donc, cette nouvelle méthode de faire, partant d'un diagnostic, mettant en place les compétences nouvelles, nous a permis de démarrer tout de suite une belle dynamique et du coup d'alimenter les réflexions sur le projet qui arrivait à long terme. Merci. Yann Billot, donc vous êtes radiologue, vous êtes associé à un groupe de radiologie qui est déjà très implanté à Lyon. Vous avez décidé de rejoindre cette aventure. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire de différent ou peut-être de complémentaire par rapport à la radiologie classique que vous faites peut-être dans d'autres espaces? Eh bien, notre motivation était polyfactorielle. La première, quand on a entendu parler du projet, on venait juste d'être livré d'un plateau technique de 500 mètres carrés dans une maison médicale proche du site des Massues, enfin sur le site des Massues, construite par Bouygues Link City, livrée en temps et en heure avec très peu de réserves et vite levée. Donc déjà, le sérieux du constructeur nous a rassurés. La deuxième, c'est le quartier où nous sommes.
Ça fait 10, 15, 20 ans que les Lyonnais, on regarde ce quartier bouger, innover, se métamorphoser. Et on avait vraiment très envie, avec la logique géographique de nos lieux d'exercice que sont la sauvegarde et les massues, d'apporter notre petite pierre au niveau de projet santé, bien que nous ne soyons pas au départ formatés pour de la radiologie de quartier, vu qu'on est adossé à des groupes clinico-hospitaliers d'envergure. Mais en rencontrant en plus les futurs partenaires que sont Office Santé et AST Médecine Travail, on a été rassurés d'élaborer ensemble un projet global et pour lequel on fourmille d'idées dans tout ce qui est développement du dépistage au niveau de l'imagerie. Alors par exemple, cancer du sein, mais d'autres aussi, d'autres sphères de dépistage. Hein, si je Exactement, ça fait longtemps que les radiologues sont impliqués dans le cancer du sein aux côtés des médecins traitants et gynécologues. Donc il y aura évidemment un mammographe numérique 3D, tomosynthèse, un échographe. Pour parler du cancer du sein, qui est quelque chose de fondamental, pour nous, le dépistage ne s'arrête pas à une simple image. Il continue avec la gestion de l'image, éventuellement des biopsies, récupérer les résultats, diagnostic d'annonce et orienter la patiente vers qui de droit. Pour le dépistage, c'est toute la prise en charge de A à Z. Bien sûr. L'ostéoporose, avec le vieillissement de la population, les traitements chroniques qui en induisent. Donc, on a songé à mettre un ostéodensitomètre. Et puis, pourquoi pas être ambitieux et innovant et penser à mettre potentiellement un scanner. Alors, pourquoi un scanner? Il existe des scanners de classe 2, c'est-à-dire pas des scanners sur lesquels on travaille habituellement, qui sont très modulables, très légers. Donc je rassure le constructeur parce qu'on a des contraintes de poids au sol. Les constructeurs maintenant sont obligés, à la demande des patients et des radiologues, de faire de l'imagerie vraiment basse dose. Et un scanner de dépistage a toute sa place dans énormément de pathologies. On suit déjà, par exemple, les travailleurs exposés à l'amiante en faisant des scanners thoraciques tous les 2 à 5 ans. Les sociétés savantes viennent de valider le dépistage du cancer du poumon par le scanner thoracique basse dose. Le dépistage de la maladie coronarienne avec le score calcique, scanner sans injection, est tout à fait utile. Médecine Travail, je pense aux lumbago chroniques, c'est quelque chose qui est leur quotidien. À un moment, il y a besoin d'une imagerie. On peut dépister une pathologie qui nécessitera... Pas trop, hein, précise l'assurance maladie sur le lumbago, pas systématiquement au passage. Mais parfois, il y en a besoin et on peut aboutir à une infiltration sous scanner. Ce qui est très intéressant, c'est que cet espace se crée au moment où justement le champ de la radiologie en matière de prévention va s'étendre. Complètement. Et là, vous allez pouvoir aller chercher, en quelque sorte. On sait bien que les dépistages, notamment par exemple le cancer du sein, on arrive souvent un peu à un plafond pour aller chercher les patientes qui sont éligibles au dépistage institutionnel. Donc là aussi, il y a, je dirais, une visibilité dans le quartier pour cette offre de prévention en radiologie. Tout à fait. Et aussi, il y aura une offre de soins qui sera attendue parce que le bassin populationnel, que ce soit tertiaire et puis résidentiel, qui ne fait que monter, va se poser sûrement la question d'une permanence de soins. Et si on peut apporter une imagerie scanner rapidement aux praticiens qui seront juste au-dessus de nous, en collaborant transversalement, et bien, ils pourront orienter leurs patients soit pour un avis chirurgical, médical spécialisé ou retour à domicile. Donc je pense que ça a tout son sens de pouvoir implémenter un petit scanner modulable et compact qui réponde au projet local du quartier. Conclusion, vous êtes impatient de pouvoir investir donc l'espace santé et prévention? Très impatient, oui. Ok. Maxime Valentin, on a une question de notre auditoire par la tablette. Question très basique mais très importante. Comment est-ce que vous allez inviter concrètement les habitants du quartier à venir vous rencontrer? Comment ça va se passer? Alors, c'est pas nous qui, en tant qu'aménageurs, allons le faire. Voilà. On commence à le faire déjà aujourd'hui en informant de la réalisation de ce futur événement. On a également une mission de concertation et de participation sur l'ensemble du projet urbain et à travers cela, on fera la promotion évidemment de ce nouveau lieu. Peut-être une autre question, si je peux me permettre, mais on l'a évoqué également. Vous l'avez évoqué, mais je pense que ça serait intéressant, vous avez évoqué la notion de végétalisation. Il y a les effets directs de la prévention, de l'offre de prévention et de santé à travers des soins. Il y a aussi les effets indirects
d'une ville plus compatible avec ce bien-être environnemental. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots là-dessus et peut-être, Laurent, si vous pouvez compléter pour la partie constructeur. Oui, sans être médecin, on a pu tous lire des études sur l'importance de la présence du végétal dans nos vies. C'est extrêmement nécessaire. On a malheureusement pu parfois l'expérimenter dans les périodes de confinement. Donc la végétation joue un rôle important dans notre environnement, dans la qualité, la perception des espaces. Évidemment, il ne se limite pas à cela, puisque la végétation permet aussi de lutter contre un phénomène très important et qui risque malheureusement d'être de plus en plus important, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain, le changement climatique qu'on peut mesurer chaque été, et particulièrement à Lyon, est très présent. Donc, à travers les espaces publics et leur végétalisation, on arrive à avoir un impact très favorable sur ces phénomènes de vagues de chaleur, notamment pour permettre une redescente des températures la nuit. Cela est combiné évidemment avec une conception des bâtiments pertinente qui permet d'avoir des logements dits traversants, c'est-à-dire dans lesquels on peut faire des courants d'air. Donc c'est toute une logique en fait. C'est une pensée globale. C'est une pensée globale ouais. Qui implique d'avoir des sols naturels qui permettent... Avec des arbres qui s'enracinent profondément. Si exactement, voilà. Oui. Donc c'est une question de gestion aussi des stationnements derrière. Donc c'est toute la logique de l'aménageur qui doit penser le territoire avant qu'il soit réalisé. Laurent, ce qu'évoque Maxime, est-ce que on pourrait penser que c'est une contrainte pour un bâtisseur ou pour un promoteur? En quoi c'est aussi une opportunité? C'est une opportunité. Alors déjà, nous, on a des engagements très forts en matière de RSE sur la biodiversité et puis sur bas carbone. Donc le groupe a pris position récemment. Et la présence de nature, ça a été prouvé, c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact positif sur la santé. Mais nous, on voudrait aller même un peu plus loin parce qu'on se rend compte que pour justement préserver l'environnement, c'est une histoire de comportement individuel, d'ailleurs comme la prévention. Et on a envie de donner une vision positive de l'écologie parce que seul le fait de donner une vision positive fait bouger les gens. Donc la présence de nature, ça contribue énormément à donner une vision, à interagir avec la nature et donc à mieux la respecter et à faire cette transition d'usage qu'on attend tous pour que du coup on puisse vraiment tenir les objectifs de biodiversité et de bas carbone. J'ai une question par Internet qui peut peut-être, j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Donc effectivement, la prévention et la santé sont bien intégrées dans les nouveaux quartiers. Comment y réfléchir et comment l'intégrer dans les anciens quartiers? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait partie des missions auxquelles vous réfléchissez? Puisque voilà, dans les anciens quartiers, il y a aussi des nouveaux immeubles qui peuvent se construire. Et comment est-ce qu'on arrive dans ce champ-là qui est forcément plus contraint? Alors, en réhabilitation, on a un peu moins de marge de manœuvre, c'est sûr. Mais il y a des sujets qualité de l'air intérieur, avec le choix des matériaux. Il y a beaucoup de logements qui sont un peu dégradés sur cette histoire de qualité de l'air. Donc ça, on peut avoir beaucoup de progrès quand on réhabilite en fait, des anciens bâtiments. Et puis on peut travailler sur la présence de la nature, réintégrer de la nature, puisque un certain nombre de quartiers en manquent. Donc oui, on peut agir. Il y a moins de marge de manœuvre parce que, comme on l'a dit, pour la prévention, il y a un effet plan masse en fait. Le plan masse, la vision un peu hélicoptère du quartier, peut être conçu pour favoriser la marchabilité, pour favoriser en fait les circulations. Même en fait, on peut orienter les bâtiments pour se protéger d'une pollution et des flux donc autoroutiers ou routiers. Donc on a moins de marge de manœuvre dans la réhabilitation, mais il y a déjà énormément de pas de progrès qu'on peut faire. D'accord. Il nous reste 1 minute. Yann, une question, si vous voulez bien, toute bête. Est-ce que vous, radiologue, qui avez quand même des grosses journées, est-ce que vous allez pouvoir trouver du temps pour aller parler, en dehors des actes que vous allez réaliser dans cet espace, de prévention, de ce que vous faites, de la façon dont vous pouvez contribuer à la prévention des risques? Est-ce que vous avez envie de prendre ce temps-là? C'est prévu, quand on a monté ce projet avec AST et Office Santé, l'espace polyvalent qui sera au rez-de-chaussée, à côté du service de radio.
on a bien acté que ça serait un travail collaboratif. Et donc, dans chaque domaine de compétences, on y participera. On peut avoir, donc, nous, un rôle sur toute la prévention, la pathologie musculo-squelettique et le sport, puisqu'on a des radiologues experts dans cette discipline, les radiologues scénologues, évidemment, pour le cancer du sein. Donc, chaque compétence sera utilisée au mieux et pour participer à ces travaux de groupe. Je me fais une entorse de la cheville en courant, au lieu de la laisser traîner comme font beaucoup de gens, je peux aller à l'espace santé et prévention et en parler peut-être avec un radiologue qui est disponible à ce moment-là. Ben, idéalement, il ferait une écho déjà, voir l'étendue lésionnelle, et effectivement, après, sur l'orientation, sur la kiné. Donc, voilà, une gestion, effectivement, du traumatisme sportif, c'est le quotidien. Bon, merci à tous les trois, on a hâte d'y être.